Voyage en cinéma. Joël et Geoffroy Scribe. Le rêve d'un homme, peut-être. Aujourd'hui, le sujet de notre conversation. Cet homme, c'est Abel Gans, évidemment rattaché aujourd'hui à ce film d'anthologie Napoléon vu par Abel Gans. C'est un rêve auquel la Cinémathèque française a largement contribué toutes ces dernières années en ayant demandé à Georges Maurier un travail d'inventaire qui initialement était prévu de durer, je crois, 3 mois, qui finalement, tout mis bout à bout, durera à peu près une quinzaine d'années. Pas le travail d'inventaire tout de même, ce qui a duré à peu près pas loin de 3 ans quand même, c'est effectivement l'inventaire et l'expertise des éléments de Napoléon qu'on a trouvé dans les collections en France, c'est-à-dire essentiellement à la Cinémathèque française, au CNC, à la Cinémathèque de Toulouse. Oui, c'est ça. Donc, ce travail d'une quinzaine d'années est couronné aujourd'hui par la sortie, évidemment, en 2024, de ce film de plus de 7 heures. Et si nous sommes là pour en parler aujourd'hui avec vous, Monsieur Der, c'est parce que la Cinémathèque propose, on peut le dire tout de suite, 2 séances exceptionnelles, les 26 et 27 juillet prochains, chaque jour étant donné la projection intégrale du film. Oui, absolument. Avec quand même un petit entracte d'1 heure entre chaque partie du film, puisque le film est essentiellement découpé en 2 parties, précédé d'un prologue, et qui effectivement sera présenté 2 jours de suite à la Cinémathèque, salle Henri Langlois, à partir de 14h30 le samedi et le dimanche, pour clôturer la saison, puisque nous fermerons la saison 2024-2025 dimanche soir avec ce film. Alors je vais me permettre un pas de côté, Joël Der, parce que vous êtes responsable du patrimoine à la Cinémathèque française. Alors évidemment, ce film doit constituer quand même un certain pavé dans ce patrimoine, puisque il s'agit là d'un des plus grands films que le monde ait connu. Et un livre est sorti récemment à la table ronde, Napoléon vu par Abel Gans, dans lequel d'ailleurs vous revenez sur certains points qui semblent être très importants pour ce film. C'est le fait déjà de revenir sur l'origine culturelle de ce film pour Abel Gans, avec de nombreuses références littéraires, mais aussi culturelles. On a évidemment des monuments, on voit des morceaux de l'Arc de Triomphe à Paris. Enfin, je crois qu'il est important aujourd'hui pour les spectateurs du XXIe siècle, qui voient ce film presque 100 ans après sa conception, de revenir sur ces éléments. En effet, alors l'histoire du film est assez complexe elle-même, puisque vous savez, le film a connu des vicissitudes. Gans va dans un premier temps trouver un producteur allemand qui va financer le début du tournage, Hugo Stines. Et puis donc là on est en 1925, et puis au cours de l'année 1925, en fait, le producteur allemand va faire faillite et la production va s'arrêter. Et donc Gans repart en quête d'un nouveau producteur qui va être finalement la Société Générale de Films, et qui achèvera le film à partir de janvier 1926 jusqu'à pratiquement jusqu'au moment où le film lui-même va être édité et va être diffusé en salle pour la célèbre projection gala à l'Opéra de Paris en 1927. Et donc Gans, tout au long de l'écriture de son script, de son scénario, va s'inspirer d'éléments, oui, culturels, qui sont aussi bien d'ailleurs d'ordre littéraire que d'ordre picturaux proprement dit. Par exemple, les célèbres tableaux de David vont beaucoup l'inspirer. L'assassinat de Marat, la scène de l'assassinat de Marat, est une scène que Gans transpose pratiquement littéralement
du tableau de David, par exemple. Donc on a à la fois des éléments littéraires, le principal élément littéraire étant le 93, le roman de Victor Hugo, 93, qui est le roman de la terreur en quelque sorte. On sait que la terreur joue un rôle extrêmement important, évidemment, dans la construction du film de Gans. Donc, des éléments littéraires, des éléments picturaux qui vont, en fait, inspirer à Gans sa mise en scène visuelle de Napoléon. Et puis, il faut revenir, il me semble, sur l'engagement d'Abel Gans lui-même. Vous l'écrivez, vous reprenez d'ailleurs son propos, en écrivant ceci, donc toujours dans ce livre, Napoléon vu par Abel Gans à la table ronde, le 4 juin 1924. Gans publie à l'intention de ses collaborateurs une proclamation restée célèbre tant par son style que par son contenu. Citation. « Mes amis, tous les écrans de l'univers vous attendent. À tous, collaborateurs de tous ordres, à tous, premier rôle, second plan, opérateurs, peintres, électriciens, machinistes, à tous, surtout à vous, humbles figurants, qui allez avoir le lourd fardeau de retrouver l'esprit de vos aïeux et de donner par votre unité de cœur le redoutable visage de la France de 1792 à 1815, je demande, mieux, j'exige, l'oubli total des mesquines considérations personnelles et un dévouement absolu. » Qui pourrait encore demander cela aujourd'hui ? Je pense que personne n'oserait tout simplement demander ça. Vraiment, là, c'est un autre temps. Gans était un grand romantique. Hein. Gans était un homme du 19e siècle, presque plus que du 20e, même si, cinématographiquement, il a inventé le 20e siècle. Mais il trouvait ses racines intellectuelles et artistiques, évidemment, dans le 19e, et le discours qu'il adresse à ses techniciens, acteurs, figurants, etc., est absolument insensé. Enfin, c'est effectivement un discours sans équivalent dans le cinéma de cette époque. Et en même temps, c'est quelque chose qui a, je crois, c'était pas qu'un discours. C'est au moment où il fait cette proclamation, on est en 1924, le film n'a pas commencé. Les premiers tours de manivelle, c'est janvier 1925 à Billancourt, au studio de Billancourt. Gans va vraiment traduire dans la réalité du tournage de 1925 à 1926, puisque le tournage proprement dit s'achève à peu près en juillet 1926, eh bien, à ce moment-là, on voit des épisodes qui sont les traductions, dans les faits, de la proclamation de Gans. On va voir, effectivement, par exemple, tous les figurants de Corse, puisque une grande partie de la première partie du film se déroule en Corse, avec les habitants même d'Ajaccio et de la région, qui jouent le rôle du peuple ajaccien devant les caméras de Gans, et on voit des foules effectivement impressionnantes, de la même façon qu'on va voir des foules tout à fait impressionnantes quand ils vont jouer les mendiants de la gloire, c'est-à-dire la campagne d'Italie, le début de la campagne d'Italie, où on voit comme ça défiler des centaines et des centaines de figurants costumés pour le film. Donc la proclamation de 1924 se traduit aussi par la réalité du tournage en 1925-1926. C'est quand même incroyable. Et c'est encore plus incroyable quand on se rend compte que ce film constitue finalement le premier épisode d'une série qu'il avait imaginée, je crois de 6 épisodes. D'ailleurs, les titres étaient plus ou moins connus. La jeunesse de Bonaparte, La Terreur, Arcole, Les Pyramides, Austerlitz, La Bérésina, Waterloo et Sainte-Hélène. C'est-à-dire que rapidement, il a dû se rendre compte qu'en fait, cet épisode, ce film lui avait déjà demandé tellement d'efforts qu'il n'arriverait sans doute jamais au bout. Il le savait très très bien. Gans est un grand manipulateur des producteurs. Il savait très très bien, dès le début,
qu'il n'avait absolument pas les moyens de faire 6 films qui couvrent la totalité de l'histoire de Napoléon. Et le talent de Gans, c'est de convaincre du contraire les producteurs à qui il s'adresse, parfois avec succès, parfois sans aucun succès, pour lever des fonds. D'une certaine manière, la Société Générale de Films, qui a été donc l'ultime producteur de Napoléon, s'est un petit peu vengée de Gans, puisque elle a vendu le scénario de Sainte-Hélène, puisque en revanche, Gans a réalisé tous les scénarios. Il n'a pas tourné les films, mais il avait réalisé une grande partie des scénarios de son épopée en 6 épisodes. Et lorsque le film sort en 1927, pour récupérer un peu d'argent, eh bien la Société Générale de Films décide de vendre le scénario de Sainte-Hélène. Le scénario de Sainte-Hélène a été tourné l'année suivante, en 1928. Et alors, ironie du sort, tourné par un réalisateur allemand qui s'appelait Lou Poupik. Et donc, le Sainte-Hélène de Gans a été tourné, mais par un Allemand, en 1928. C'est assez original. Absolument. Alors, puisque vous disiez que c'était un homme qui allait quand même jusqu'au bout, qui demandait à ses comédiens, à ses acteurs, à tout l'entourage constituant le film d'aller jusqu'au bout. Il exigeait d'abord de lui-même. Et de lui-même, oui. Il faut quand même voilà. Ça c'est quand même très très important de se souvenir de ça. C'est que Gans avait la plus grande exigence envers lui-même avant de l'avoir envers les autres et envers ses comédiens. En cela, il me fait penser personnellement à quelqu'un comme Werner Herzog, qui est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire pour lui-même et avec ses comédiens. Évidemment, on pensait à Fitzcarraldo et Klaus Kinski, Claudia Cardinal. Et puis, évidemment, il peut faire penser aussi à quelqu'un comme Andrei Tarkovsky, qui est cité d'ailleurs toujours dans ce livre par Élodie Tamayo, spécialiste de l'œuvre d'Abel Gans, quand elle intitule son chapitre « Un cinéma d'apocalypse » avec en exergue cet extrait du discours sur l'apocalypse de Tarkovsky. Il est possible que l'Apocalypse soit la plus grande œuvre poétique créée sur Terre. Et elle commence en disant « Napoléon se présente comme un poème d'Apocalypse, une œuvre qui demande au cinéma de détruire le monde pour en créer un nouveau. » Est-ce que ce propos vous semble excessif, Joël Der? Non, il me semble... Alors, j'ai beaucoup travaillé avec Élodie Tamayo à l'époque où elle écrivait sa thèse, très très brillante thèse de doctorat sur Gans et sur les évangiles de lumière d'Abel Gans. Et très précisément ce qu'elle dit là, alors on pourrait le dire peut-être à plus forte raison d'un film comme J'accuse, qui était un film qui a précédé Napoléon, puisque c'est le film que Gans réalise après l'armistice en 1919, ou d'un film comme La fin du monde, qui va être réalisé avec bien des difficultés d'ailleurs par Gans en 1930-31. Mais au fond, tout ça, Élodie a tout à fait raison de le souligner, tout ça participe de la même philosophie apocalyptique. C'est-à-dire c'est-à-dire que pour Gans, il y a à la fois quelque chose d'eschatologique dans la manière dont il considère le cinéma et les acteurs, et en même temps, il va rechercher les moyens. C'est un inventeur absolument prodigieux, Gans, sur le plan technique. Il va en permanence inventer les moyens de rendre ce cinéma apocalyptique possible à l'écran, avec des choses qu'il ne pourra jamais en réalité réaliser, mais des choses qu'il a pu réaliser. L'idée des triptyques à la fin de Napoléon est quelque chose qui participe de ce cinéma apocalyptique. Oui, ce n'était encore jamais vu. C'est très difficile à montrer dans les conditions nécessaires, mais c'est tout à fait unique. Oui, absolument. Vous-même, avez-vous eu la chance de le voir un jour avec ces moyens-là? Et non,
j'étais trop jeune pour le voir dans les conditions où Gans, encore vivant, a pu le montrer, c'est-à-dire avec les moyens du cinéma argentique, parce que c'est avec ces moyens-là que Gans l'a conçu, et c'est avec ces moyens-là que Gans l'a réalisé, l'a mis en place, et ça, moi, je ne l'ai jamais vu. Ce que j'ai vu, c'est à partir du moment où on est passé du cinéma argentique au cinéma numérique, la manière dont on a essayé de restituer avec plus ou moins de succès, mais toujours avec une dose d'infidélité fondamentale à ce que Gans avait réalisé au départ, puisque on n'a tout simplement jamais eu les moyens, que ce soit nos prédécesseurs ou nous-mêmes avec Georges Méliès, on n'a jamais eu les moyens de pouvoir faire les triptyques tels que Gans les avait originellement conçus, notamment pour le Gaumont Palace. En revanche, puisque vous parliez des prédécesseurs, je vais aborder ce passage du livre, évidemment, de Kevin Brownlow, dont on n'a pas parlé, mais qui, évidemment, connaissait l'œuvre très précisément. Évidemment, Kevin, lui, a travaillé avec Gans de longues années. Et il fait un peu une synthèse, on va dire, écrite de ses travaux. C'est publié chez Armand Collin dans Le Grand Classique d'Abel Gans, donc Napoléon, le Grand Classique d'Abel Gans, dans lequel il rapporte cette anecdote. Donc là, nous sommes en avril 1970. Gans m'écrivit qu'après bien des tribulations, sa situation s'était améliorée. Il me raconta une histoire réconfortante, citation, « François Truffaut est venu me voir. Et 2 ou 3 jours après sa visite, un chèque et une lettre sont arrivés. La lettre disait « Si je devais payer pour tous les billets de cinéma qui m'ont permis d'apprendre mon métier, cela ferait cette somme. Ce n'est pas un cadeau, juste le prix des billets. » Fin de citation. Et Gans ajoute « J'ai été extrêmement touché. » Mais Truffaut fit plus encore. Il téléphona à Claude Lelouch, sachant que celui-ci avait gagné énormément d'argent avec son film Un homme et une femme 1966, et lui expliqua que Gans cherchait un producteur pour son Napoléon parlant. Serait-il intéressé ? J'ai dit oui tout de suite, a raconté Lelouch, car pour moi, Gans était une sorte de dieu du cinéma. Sa manière de faire du cinéma correspondait à ce que je voulais faire. Alors Gans est venu à mon bureau, et nous en avons discuté. Il a dit que c'était l'accomplissement de son œuvre, faire la fin de son Napoléon, parce que c'était un film qu'il n'avait jamais pu terminer. Alors évidemment, les ajouts, les raccommodages des années 70, évidemment, sont sans doute très spéciaux, mais c'est là encore l'image d'un réalisateur qui veut aller jusqu'au bout. Oui, je sais pas très bien ce qui... je connais évidemment l'histoire des relations de Gans avec Truffaut et avec Lelouch. Lelouch a permis à Gans de réaliser Bonaparte et la Révolution, qui est quand même le plus grand ratage cinématographique de la carrière de Gans. Il faut quand même en être conscient. Si vous l'avez vu, vous le savez bien, ça a été une catastrophe totale, et qui d'ailleurs a fini aussi d'enterrer le peu qui restait des négatifs du Napoléon de 27, donc voilà. Moi je veux pas entamer de polémique sur le sujet, parce que je trouve que ça n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Gans a réalisé un immense chef-d'œuvre qui était Napoléon, vu par Abel Gans en 1927, chef-d'œuvre qui a été mutilé. 22 versions, je crois, ont existé finalement. Oui, mais 22 ou 23 versions, enfin, qui sont des avatars en fait, hein, et qui c'était une époque où on connaissait pas le droit d'auteur, ou quasiment pas. Donc n'importe quel exploitant se permettait de tailler dans les copies de Napoléon pour faire sa version. Et c'est pour ça qu'on a comme ça effectivement un nombre incroyable de versions différentes que Georges a mis des années à démêler et à identifier et à caractériser, etc.
C'est pour ça que ça a pris 3 ans l'expertise, et puis après il a fallu que on fasse un appel international pour rechercher des éléments hors de France, ce qui a mis encore un certain nombre d'années. Et il a fallu aussi pratiquement un coup de hasard pour que à un moment donné on puisse en quelque sorte comprendre ce que Georges appelle la pierre de Rosette du film, qu'on puisse comprendre qu'en fait il y avait eu 2 versions simultanément, mais 2 versions nettement différentes de Napoléon vu par Abel Gance. Une qui a été montrée à l'Opéra de Paris, qui faisait effectivement 4 heures, 3h50 et quelques à l'époque, qui fera au final à peu près 4 heures. Et puis une qui avait été montrée dans un espèce de bout à bout improbable de 9h30 au Théâtre Apollo en mai 1927, et qui va servir en fait de matrice à toutes les tentatives qui vont exister de diffusion internationale du film. C'est comme ça que nos amis américains ont tiré une version de 90 minutes de ces 9h30 dont ils avaient le négatif à disposition et dont un tiers du négatif a disparu dès ce moment-là aux États-Unis. Et puis Gance ensuite a utilisé son négatif pour tailler dedans, faire la version de Napoléon Bonaparte de 1934-35, qui est la version sonore. Il y touchera encore dans les années 50 au moment du Magirama, et puis il y touchera finalement une dernière fois, une ultime fois, entre 1968 et 1971 pour Bonaparte et la Révolution. De tout ça, il est presque miraculeux que, au prix d'un travail exceptionnel, à tout point de vue exceptionnel, que Georges Mourier ait pu en tirer une version cohérente de 7 heures. Et quand je dis Georges Mourier, je n'oublie pas le travail exceptionnel aussi que les techniciens de laboratoire qui ont travaillé sur le film, que ce soit dans un premier temps Éclair ou ensuite l'image retrouvée, ont réalisé pour arriver au résultat que les gens qui viendront le 26 ou le 27 à la Cinémathèque pourront voir, qui est un résultat proprement époustouflant. Oui, pour avoir eu l'occasion de le voir lors de sa sortie, c'est tout à fait admirable, d'un point de vue... Enfin, à tout point de vue. C'est vraiment incroyable. Je le dis d'autant plus volontiers que moi, je n'ai été que le producteur exécutif du film, enfin du film restauré. J'ai pas été restaurateur moi-même. C'est pas moi qui ai mis la main à la pâte. J'ai fait en sorte que toute une armée de gens puissent travailler convenablement et obtenir ce résultat. Mais je dois dire que je le regrette pas. Le résultat qu'on a obtenu est absolument exceptionnel, que ce soit sur le plan de l'image d'ailleurs, que ce soit sur le plan du son, de la musique, puisque une musique a été conçue par Simon Cloquet-Lafolie, le compositeur, pour ce film, et une musique vraiment qui, bien que s'inspirant, puisant dans le répertoire classique, est une musique, c'est une vraie musique de film actuelle, quoi. C'est exceptionnel aussi. Et qui transporte complètement le spectateur. Simon Cloquet a réussi en fait vraiment la quadrature du cercle, c'est-à-dire faire en sorte que la musique ne soit pas paraphrase des images, mais vraiment complément des images. Et que là, les deux fonctionnent avec une espèce de symbiose assez miraculeuse. Là aussi. Donc on a mis 15 ans pour faire ce boulot. Bon, on y a laissé une partie de notre jeunesse, certes, mais le résultat est quand même exceptionnel et je crois qu'il marquera une date dans l'histoire de la restauration des films des années 20. Que se sont dit je pense notamment à M. Costa-Gavras, les personnes qui sont en charge de la Cinémathèque, qui en arrivant héritent de ce projet commencé peut-être avant leur arrivée? Ils auraient pu freiner, ils auraient pu continuer, ils étaient favorables? Alors, c'est une longue histoire. D'ailleurs, je crois que Costa le raconte dans le premier chapitre du livre de la table ronde. Costa, il avait participé
à la restauration du film précédente, celle que Kevin Broadlow avait réalisée et auquel il avait donné son accord pour que Kevin puisse avoir accès aux éléments de la cinémathèque. Donc Costa était déjà très très impliqué dans le projet de Napoléon dès son arrivée à la cinémathèque au début des années 80. Ensuite, il a quitté la cinémathèque. Il y a eu une longue période où il n'a plus été question de Napoléon, jusqu'à ce qu'en 2007, avec la directrice des collections films de l'époque à la cinémathèque, Camille Movelos, on décide d'entreprendre cette expertise des éléments de Napoléon. Il y en avait partout, on comprenait rien à ce qui s'y passait. Et comme Georges Mourier avait travaillé sur Gans pour le documentaire qu'il avait réalisé pour sa thèse, pour son mémoire d'études cinématographiques également, et qu'il travaillait également sur Gans, inventeur technique, on s'est dit c'est certainement Georges Mourier qui est le personnage ad hoc pour faire cette expertise. Donc on lui a proposé, il l'a accepté, et en a découlé tout ce qui s'est passé ensuite, puisque une fois l'expertise menée à son terme, il nous est apparu qu'il y avait possibilité de restaurer la version intégrale et définitive que Gans avait souhaité, et que on a, au prix là encore de beaucoup d'efforts méthodologiques surtout d'ailleurs, on a pu en quelque sorte inventer les outils numériques qui permettaient de faire ce travail que on n'aurait jamais pu faire avec les outils argentiques anciens, c'est clair. Tout ça explique plus quelques accidents de parcours toujours possibles dans ce cas. On a parlé de la faillite de Hugo Stines tout à l'heure, quand le tournage s'interrompt en 1925, et nous on a eu une interruption parce que il y a eu la faillite d'Éclair, du laboratoire Éclair en 2015. Donc pendant 3 ans, on n'a pas pu toucher au film. Et finalement, on a repris vraiment la restauration à partir de 2018. Et là, effectivement, il nous a fallu pratiquement 5-6 ans pour mener l'entreprise à bon port. Voilà. Donc, c'est une histoire qui, jusqu'au bout, aura été une véritable histoire gansienne. C'est tout à fait ça, oui. Peut-être pouvons-nous, pour finir, Joël Der, justement laisser le mot de la fin à Abel Gans lui-même, qui, je vais reprendre une lettre d'avril 1925, dans laquelle il écrivait ceci. « J'ai donné à Napoléon mon âme, mon cœur, ma vie, ma santé. Je n'ai rien négligé pour en faire le meilleur film jamais réalisé dans ce pays. Je suis allé au-delà des limites de mon engagement pour ce projet, épuisant mes forces vitales par le surmenage. Si après une année entière je n'ai pas encore terminé la première partie, si je n'ai pas encore enflammé le public du monde entier, c'est parce que mes efforts ont été réduits à néant. On m'a empêché de mettre mes idées en pratique, et les ressources incroyables que j'étais prêt à mobiliser avec tant de dévouement ont été compromises par un incroyable manque d'intérêt de la part de la personne à qui il écrivait cette lettre. » Tout ça pour dire que, oui, il a une certaine forme d'endurance, il croit à son projet, les acteurs le suivent, et il veut surmonter tous les obstacles. Et donc, en fait, la cinémathèque l'a aidé en ce sens. Gans est d'une persévérance absolue dans tout ce qu'il entreprend. Ça ne l'empêche pas d'échouer, mais jamais il ne renonce. Jamais il ne renonce. Ça, c'est l'un de ses grandes forces de caractère. Il se laisse jamais résoudre à abandonner un projet. Il va toujours aller aussi loin qu'il peut, quoi qu'il en coûte, au prix de se casser la figure. De la même manière que vous n'avez
pas arrêter non plus ce projet pharaonique de restauration, même de reconstruction. On n'a pas arrêté parce que, d'abord, dès le départ, c'est-à-dire dès qu'on a informé les pouvoirs publics et le CNC du travail qu'on avait fait sur l'expertise et la reconstruction, et de la possibilité qu'il y avait de faire cette version, dont à l'époque j'étais pas très très sûr qu'elle durerait 7 heures, je pensais plutôt que ça durerait 6 heures et demie. Finalement ça a fait 7 heures. Eh bien, le CNC a été à nos côtés dès le début et jusqu'au bout, avec une fidélité absolument exemplaire. Là vraiment, on voit ce que c'est que des gens qui tiennent leurs engagements. Et on a été ensuite suivi par des mécènes, à commencer par Netflix, qui a joué le jeu de mécéner cette aventure, alors sans contrepartie. Il n'y avait pas vous nous donnerez le film à la fin. D'ailleurs, on leur a toujours pas donné le film. Et ils le demandent même pas d'ailleurs. C'était pas le propos. Le propos pour Netflix, c'était d'avoir un partenaire qui valide en quelque sorte la position culturelle de Netflix en France. Netflix arrivait en France quand on a commencé à travailler sur le projet de Napoléon, et eux aussi ils ont joué le jeu. Et puis ensuite il y a eu un certain nombre de mécènes ou de partenaires comme Radio France, comme France Télévisions, etc. Heureusement, parce que sinon peut-être que on aurait calé en cours de route faute de moyens. On a été persévérants et nos mécènes ont été fidèles. On s'en réjouit évidemment très très fortement aujourd'hui quand on voit le résultat. Pour finir, redonnons les jours et horaires, 26 juillet et 27 juillet, 2 séances à chaque fois, 14h30 et 19h30 à la Cinémathèque de Paris. Voilà, donc c'est en fait un seul film, mais il y a un entracte d'1 heure qui permet au public de se restaurer un peu et se détendre entre les deux parties du film. Là, je suis très très heureux que vous puissiez venir voir le film dans la salle Langlois. Vous verrez à la fin, pour les triptyques quand même, c'est pas mal. Même si c'est pas les conditions historiques d'époque, la solution que nos techniciens ont mise au point pour la salle Langlois est quand même bluffante.